Merci Sijaouet pour cette présentation très très intéressante et au cœur de mon domaine de recherche. Merci. Donc, je vais préparer donc une autre intervention où je parlerai beaucoup plus de machine learning. Donc, chaque fois, ce qu'il faut utiliser. Et après, donc, on va trouver sur votre chaîne YouTube la vidéo. Oui. Je mettrai ça et je mettrai. J'ai une autre présentation que j'ai affinée, mais qui est beaucoup plus complète. Donc, je mettrai la présentation plus complète et je mettrai la vidéo sur la chaîne YouTube. D'accord. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci. Merci, professeur, pour l'analyse, si vous permettez. Quelle est la différence entre transformation digitale et industrie 4.0? Oui, la seule petite différence entre donc transformation digitale et industrie 4.0, c'est que la transformation digitale, c'est beaucoup plus global. L'industrie 4.0, on s'intéresse beaucoup plus à mettre des capteurs, mais aussi parfois faire du design d'une manière qui répond personnalisée ou de l'impression 3D, mais c'est beaucoup plus industrie. Transformation digitale, c'est beaucoup plus global. Mais quand on dit industrie, il y a l'industrie médicale, pharmaceutique, c'est pas seulement l'industrie usine, par exemple d'automobile ou de l'aéronautique. Mais ça va très loin aujourd'hui, puisque, par exemple, en génie civil ou dans le design du bâtiment, les gens ils sont allés très loin. Puisqu'il y a avec des modèles génératifs, on a commencé à produire pratiquement à partir juste des données, les algorithmes commencent à produire, à designer, ce qui est bien. Mais l'industrie 4.0, c'est aussi la logistique, l'optimisation de la logistique, et de la supply chain, mais tout ce qui est lié à l'industrie en premier lieu. Transformation digitale, c'est beaucoup plus global. Par exemple, on peut essayer de faire une transformation digitale de l'université ou de la commune ou de la société. Voilà, et ça s'applique bien sûr à l'industrie, et là, ça devient de l'industrie 4.0. Et puis, un autre petit point, c'est que lorsqu'on dit industrie 4.0, on pense beaucoup à l'IoT, donc à l'Internet des objets, aux capteurs, à des robots qui vont faire un certain nombre de choses, à la surveillance. Par contre, la transformation digitale, il est souvent lié, et il est venu avant, il est apparu avant 2015, parler de transformation digitale. Mais il s'intéresse au process de gestion, de management, marketing, et donc il était beaucoup plus dans ces aspects que dans l'industrie 4.0. Mais aujourd'hui, on peut les fusionner, on peut dire que c'est un peu la même chose quand il s'agit de l'industrie. Des questions? J'ai une question, si vous permettez, professeur. Oui, c'est relatif donc à l'apprentissage supervisé et non supervisé. Quel est l'intérêt de l'un et de l'autre, et dans quel cas on utilise l'un ou l'autre? Ça, c'est la première question. La seconde, c'est quand on est dans des algorithmes génératifs qui produisent des designs, on est confronté dans certains cas au temps de traitement et le temps CPU que ça prend, ou plutôt GPU. Comment justement faire face à cette problématique, sachant que les moyens dont on dispose à notre niveau ne sont pas dotés de processeurs gigantesques qui permettent justement d'aller de l'avant et plus vite sur donc les calculs qui sont générés par ce genre d'algorithme. Merci pour la question. Donc, je commence par la deuxième question. Les modèles génératifs, aujourd'hui, ils ont été utilisés dans beaucoup de choses, en particulier pour la découverte de vaccins, pour la découverte de Covid-19. Oui, génératif, c'est beaucoup plus général. Et puis, génératif, c'est utilisé souvent pour les matériaux, pour découvrir de nouveaux matériaux, de nouvelles molécules qui ont un certain nombre des propriétés spéciales. Donc, c'est très utilisé aujourd'hui. Comme j'ai dit, Covid-19 ou beaucoup de médicaments, on les a. Et aussi pour
Donc, pour l'apprentissage, pour des choses très techniques, très techniques, on n'a pas suffisamment d'exemples parce que dans des problèmes de classification, pour classifier, par exemple, pour décider est-ce que quelqu'un, en faisant de l'analyse risque crédit, on donne de l'argent à quelqu'un, est-ce qu'il va rembourser ou pas rembourser? Normalement, pour faire un apprentissage, on doit avoir suffisamment de personnes qui ont remboursé et suffisamment d'exemples qui n'ont pas remboursé. Or, ce n'est pas le cas en général. On a beaucoup de gens qui ont remboursé leurs dettes et peu de gens qui n'ont pas remboursé leurs dettes parce que, d'ailleurs, on ne leur a pas donné de l'argent. Parce que lorsqu'on a fait une décision humaine, on a évité de… D'accord. Donc, il y a un déséquilibre. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise des modèles génératifs ou de l'optimisation bayésienne pour pouvoir équilibrer un peu les données ou dépasser ce manque de données. Donc, les approches génératives, elles sont très utilisées aujourd'hui. Et ça ne nécessite pas forcément de grandes capacités de calcul parce qu'il y a beaucoup de modèles génératifs. Les auto-encodeurs variationnels ou les GANs, donc ce sont des modèles génératifs qui ne nécessitent pas toujours quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi je dis ne nécessite pas quelque chose d'extraordinaire? Parce qu'aujourd'hui, on peut utiliser Google Colab et puis, c'est-à-dire on n'est pas obligé. Avec l'industrie 4.0, il faut aussi, je l'avais dit, il faut penser cloud. Ce n'est pas la peine que j'ai mon portable ou un ordinateur chez moi que j'utilise pour exécuter un algorithme. Surtout pour les grandes usines. Ils pensent automatiquement Azure ou d'accord, ou AWS ou Amazon ou Microsoft ou Google. Donc, parce qu'ils offrent des solutions cloud intéressantes. Pour la différence entre supervised et unsupervised, ça dépend du problème qui est posé. Mais depuis quelques années, les gens s'intéressent beaucoup plus à l'unsupervised learning. C'est vraiment à la mode. Pourquoi? Parce que l'unsupervised learning, c'est la capacité de comprendre un système, pas une tâche dans le système. D'accord? Comprendre du système. Par exemple, vous me montrez beaucoup de photos d'humains, d'animaux, de machines, etc. Je les passe dans la machine, dans un ordinateur, et il va découvrir des classes, sans que je lui dise de faire une classe, de chercher les humains, sans qu'il y ait un apprentissage supervisé. À partir des formes, à partir des images, comme ferait un garçon, comme ferait un bébé, si je lui donne des objets différents, il peut les classer, parce qu'ils n'ont pas la même forme. Donc, l'apprentissage non supervisé, ça permet d'avoir une représentation du embedding, etc. Il y a beaucoup d'applications du machine, de l'unsupervised learning, mais d'une manière un peu résumée, il permet de créer une représentation du monde ou de l'environnement qu'il va après traiter. Par contre, le supervised learning, c'est lorsque je veux qu'il apprend à faire une tâche, par exemple à distinguer les chats des chiens ou à distinguer les spams des non-spams. Donc, l'unsupervised learning, je lui donne par exemple Wikipédia et il apprend un peu à déterminer l'essence du texte, sans que je lui dise voilà, il est en train de dire ça, sans explication. Il prend juste Wikipédia. Et il a une idée un peu du sens. Il peut traduire, par exemple, si je lui donne Wikipédia en anglais, Wikipédia en français, sans que je lui donne juste les deux Wikipédia, avec éventuellement, parce qu'on écrit quelque chose en français, puis en anglais ou en arabe, donc je lui donne ça, il apprend. Donc, d'une manière non supervisée. Et c'est vraiment à la mode, l'unsupervised learning. Pourquoi? Parce que les gens ont trouvé que dans le supervised learning, on a besoin de beaucoup de données. D'accord? Et il faut labelliser, il faut les préparer. Il faut dire ça, c'est un chat. Donc, il faut prendre beaucoup d'images de chats et écrire, les classifier. Donc, faire travailler des humains. L'unsupervised learning, on n'est pas obligé de préparer ces données sous cette forme. Moi, je donne des exemples de chats et de chiens, mais il faut imaginer ça dans le cas général. Spam ou pas spam, pan ou pas pan. Par exemple, ici, l'unsupervised learning, je l'avais dit, aller du clustering
il va détecter des choses qui sont anormales, c'est-à-dire des choses qui n'arrivent pas tout le temps. Et il va me les envoyer, moi, si je suis technicien, ou alors me les afficher dans les tableaux de bord. Et moi, après, je peux annoter. Je peux dire, oui, ça, c'est grave. Il ne faut pas que la température atteigne ce degré alors que la vitesse est comme ça et que la couleur du lubrifiant ou sa qualité, elle est comme ça. Et j'annote. Mais je vais annoter seulement ces cas extrêmes. Et lui, bien sûr, il va accumuler ces informations et mieux décider la prochaine fois. Voilà, j'espère que j'étais clair. Oui, Une autre question. Merci à vous. Donc, merci. Si vous permettez, professeur, quelles sont les applications de l'IA en imagerie médicale et en radiothérapie? Merci beaucoup. C'est très classique. Donc, l'imagerie médicale est devenue, mais pas seulement l'imagerie médicale. Moi, j'ai un ami qui, donc, entre Paris et Casablanca, il a une entreprise à Paris, il met des caméras et la caméra détecte les comportements des clients, soit devant la porte, l'entrée d'un magasin, soit à l'intérieur du magasin, et il tire des conclusions. Mais on peut utiliser ça pour la sécurité, donc en analysant les images ou les photos, les vidéos. On extrait un peu le comportement de… Et de la même manière, si vous prenez beaucoup d'images, on prend des images de personnes. Par exemple, on prend les images aujourd'hui de toutes les personnes qui sont allées faire des radios quelque part, dans un hôpital. Et puis, l'année prochaine, on va les appeler. Est-ce que parmi ces gens, il y a des personnes qui, malheureusement, ont été atteintes d'une maladie, certaines maladies? Et on prend ces gens qui ont été atteints d'une certaine maladie, et cancer par exemple, et les autres qui n'ont pas été atteintes de cette maladie. Et on les classifie. Donc voilà, nous avons des gens. Et puis nous avons, comme j'ai dit, nous avons des radios, des imageries un an avant. Comme ça, donc on dit, en prenant les images, je dis un an ou un mois, ce sont les médecins qui décident. Donc, comme ça, on va faire apprendre à la machine que ces radios, des radios correspondent à des gens malades, qui sont devenus malades, et des radios correspondent à des gens qui sont sains, qui n'ont pas eu de problème. Et qu'est-ce que va faire la machine? Elle va essayer d'identifier dans les images quelle est la différence. Et puis, nous allons utiliser cet algorithme qui a appris à identifier parmi les images les personnes qui seraient malades un an après. Et on va l'appliquer à de nouvelles personnes. Vous voyez, et bien sûr, vous savez qu'il y a beaucoup d'images dans les hôpitaux parce qu'à chaque fois, on prend… Bien sûr, il faut anonymiser, il faut préserver les identités, etc. Mais au moins, on a un algorithme qui a appris à identifier les maladies. On a fait ça avec Covid, etc. Il y a beaucoup de technologies qui ont été utilisées pour dire que la personne est malade ou pas malade, atteinte ou pas atteinte. Ça, c'est vraiment standard, c'est classique. Et bien sûr, beaucoup d'applications. Et là aussi, on peut utiliser de l'unsupervised learning. On donne beaucoup d'images et c'est à lui de trouver les différences. Après, je vais contacter ces gens où je fais des analyses poussées pour voir quels sont les risques pour ces gens et pour les autres. Et je peux détecter les anomalies aussi à travers les images. Les images sont toutes presque les mêmes, sauf 3 personnes. Donc, j'appelle ces 3 personnes et je fais une analyse approfondie pour voir quel est le problème qu'ils ont ou qu'ils auront. Ou alors, je les surveille et je vois comment les choses vont évoluer, comment leur santé va évoluer. Voilà, donc, je pense qu'il y a une question orale, c'est ça? Bien sûr, envoyez-moi des mails pour les attestations. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, je suis le professeur Anabri, je suis professeur en radiothérapie justement. Je suis enchanté. Ouais. Donc, en fait, j'ai assisté à votre communication, c'est vraiment excellente et ça cadre avec, effectivement, l'intelligence artificielle fait partie intégrante
de notre spécialité qui est la radiothérapie, aussi la radiologie. Oui, Et ça certainement. intervient dans toute la chaîne de prise en charge des patients. Oui, bien sûr. Que ce soit du diagnostic, de la prédiction des facteurs de risque, de la prédiction des patients qui vont développer des cancers, aussi dans les choix des décisions thérapeutiques. Donc, il y a l'intelligence artificielle qui intervient avec des algorithmes pour prédire quel type de traitement on va donner aux patients, quel type, le pronostic avec tel ou tel thérapeutique qu'on va faire. Pour la radiothérapie, elle fait partie intégrante. La radiothérapie fonctionne avec des algorithmes mathématiques à partir de données médicaux qu'on donne à des physiciens pour transformer ça en des plans de traitement grâce à l'intelligence artificielle. Et maintenant, elle intervient aussi dans la prédiction de pronostics, la prédiction de l'évolution des patients. Oui, Donc, c'est un domaine qui est oui, extraordinaire, qui est l'intelligence artificielle. oui, Pour nous, les médecins, ça nous a agréablement surpris, ça nous a vraiment étonnés. D'ailleurs, la semaine prochaine, on aura un séminaire ici sur Agadir sur la place du data et l'intelligence artificielle dans la prise en charge des patients. Tellement ça intervient sur tous les plans de la oui, médecine. bien sûr, bien sûr. Bien D'accord, sûr. donc c'était juste pour vous dire, vraiment, c'était très intéressant. Ça nous intéresse aussi, nous les médecins, de suivre ce type de conférence. Merci beaucoup. Merci, docteur. Et puis ce qui est aussi un peu bizarre et phénoménal avec le machine learning, on dit que ce sont des algorithmes qui résolvent des problèmes, problem resolving ou solving. Donc, ce n'est pas spécifique à un domaine ou une application. Et les mêmes algorithmes que l'on peut utiliser pour, par exemple, détecter si dans un souk autour de stade, le président d'une commune veut mettre des caméras à l'entrée du souk pour compter le nombre de moutons qui entrent d'une manière automatique, parce que parfois les gens trichent et parfois… Donc, vous voyez, mais exactement la même chose, on peut l'utiliser pour détecter des molécules dans une image ou l'évolution de quelque chose avec des réseaux récurrents. D'accord, puisqu'on peut mettre une mémoire dans les algorithmes. C'est un peu les LSTM et les RNN, c'est ce qu'ils font. C'est une sorte de mémoire qui vont mémoriser un peu une séquence et voir comment évolue quelque chose, une série temporelle, et prédire. Donc ça peut être utilisé dans n'importe quelle série temporelle. Parfois, il y a des différences, des adaptations, mais d'une manière générale, c'est la même chose. Pour le traitement des images, la même chose. On peut utiliser des images pour compter les gens dans une manifestation par un drone, ou alors pour utiliser les drones pour détecter s'il y a une fissure dans un barrage ou s'il y a une infection dans une plantation, donc, ou s'il y a, en observant des caméras, en observant les yeux d'une personne, et à partir des yeux, il y a des risques d'une certaine maladie. Donc, vraiment, ce qui marche, c'est transversal, c'est interdisciplinaire. Et ce qui va être un peu difficile avec le temps, c'est que ce qui va déterminer la compétence d'un médecin ou d'un enseignant ou d'un physicien ou d'un chimiste, ce n'est pas un peu les connaissances globales théoriques, mais sa capacité à manipuler les algorithmes et les machines. Donc, la machine va souvent se substituer dans beaucoup d'aspects à l'homme. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait ça va être hybride probablement, mais la machine va jouer un rôle très important. C'est-à-dire, lorsqu'on va aller voir un médecin, on va dire, est-ce qu'il a telle machine ou pas? Et bien sûr, mais surtout la machine. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Professeur. Marhaba. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette formation aussi intéressante. Donc, je me permets tout d'abord de me présenter. Je suis Wali Mehdi, responsable de ressources humaines. Donc, j'ai une petite question qui est la suivante. Donc, est-ce que vous ne voyez pas que l'intelligence artificielle a un impact sur les ressources humaines et l'être humain en général dans le futur et le long terme? Oui, certainement.
certainement. J'ai fait beaucoup de conférences un peu sur ça, sur les aspects philosophiques. Mais moi, ce qui m'intéresse dans le machine learning et dans l'intelligence artificielle, c'est que nous, au Maroc, en Afrique, on est sous-développés. Bon. Et il y a des nations qui ont bien travaillé avant, qui sont développées. Et l'intelligence artificielle, pour nous, est une chance pour raccourcir le parcours, le chemin, pour avancer plus vite. Parce que s'il n'y avait pas la technologie, une nouvelle technologie comme celle-ci, il faudrait parcourir le même chemin. Or, eux, ils sont très en avant par rapport à nous et ça va être très difficile de les rattraper si on suit le même chemin. Donc, il y a, et ça, c'est pas seulement une phrase que je dis comme ça, mais les gens, quand il y a une nouvelle technologie comme celle-là, on parle d'une bifurcation. On parle d'une bifurcation épocale. Donc, on est dans un virage. D'accord? Il y a un virage. Et quand il y a un virage, on peut prendre le raccourci. La technologie, elle crée ce genre de virage. D'ailleurs, la Chine aujourd'hui, c'est une très, très grande puissance parce qu'il a su prendre le virage. Elle n'a pas refait exactement ce qu'a fait les États-Unis ou ce qu'a fait la France ou la Grande-Bretagne. Non, elle a pris le virage du digital. Donc, pour nous, c'est une chance. Et c'est toujours une chance. Les révolutions industrielles ont toujours été une chance pour ceux qui savent en profiter. Et ont toujours été très désastreuses pour ceux qui hésitent, qui ont hésité. La Chine est un bon exemple parce que la Chine était très développée dans le XVIIIe siècle, dans le XIXe siècle, au début du XIXe siècle, mais surtout dans le XVIIIe siècle. Mais elle a refusé, l'empereur a refusé la technologie parce que pour lui, toutes la machine à vapeur, etc., c'était polluant et ce n'était pas intéressant. Et la Chine était très riche parce que c'était un grand pays d'agriculture, donc il n'avait pas besoin d'usines. Mais malheureusement, donc, un siècle après, la Chine a été envahie par la Grande-Bretagne, qui est une petite île par rapport à la Chine, c'est rien, la Grande-Bretagne. Mais grâce à la technologie, grâce aux armements aussi, parce que la technologie, on peut l'utiliser un peu partout, l'Angleterre a envahi la moitié de la Terre. Alors que c'est rien, l'Angleterre. On aurait pu, mais même en termes de population, l'Angleterre, ce n'est pas beaucoup de monde. Donc, la technologie, c'est une chance. Et puis, c'est vrai, bien sûr, mais beaucoup de gens disent que finalement, l'humain va toujours dompter, va humaniser la technique avec le temps. Et puis, il faut pas oublier que si on revient 4 siècles en arrière ou 3 siècles en arrière, il n'y avait pas l'organisation scientifique du travail, ou plutôt de l'emploi, puisqu'on est employé aujourd'hui. Donc, si le machine learning, l'intelligence artificielle, bien sûr, va impacter les ressources humaines, il va changer la manière de travailler, l'humanité va innover et il va certainement trouver d'autres moyens de s'occuper. D'ailleurs, aujourd'hui, vous savez que l'industrie du foot ou du cinéma, ce n'est pas une industrie productive dans le sens production industrielle. Et pourtant, aujourd'hui, c'est une des premières industries. Elle emploie beaucoup de gens, les gens sont à l'aise, ils sont riches. Donc, on va inventer d'autres occupations, d'autres travaux, peut-être pas physiques, mais peut-être humains, culturels. Et puis, il y aura… Mais c'est un problème très compliqué. Là, je résume beaucoup de choses en même temps. Il y aura des gains de productivité. Aujourd'hui, ces gains de productivité sont redistribués par le travail. Mais demain, peut-être que les gens ne vont pas travailler. Donc, il faut trouver d'autres moyens pour redistribuer les richesses, même si les gens ne s'emploient pas, ne soient pas employés. Mais peut-être ils s'occuperont par des travaux autres que ceux qu'on a l'habitude de faire aujourd'hui. Mais c'est un autre, mais vraiment. Mais il faut toujours garder espoir. Et comme j'ai dit, pour nous, c'est toujours intéressant. Nous, on n'est pas des milliards de personnes, nous sommes 40 millions au Maroc, et puis on peut voir aussi d'autres. Donc, l'Afrique, et on n'est pas nombreux. Et de toute manière, on n'a rien à perdre. Et on a tout à gagner à condition qu'on s'accroche, parce que si on ne s'accroche pas, l'écart va encore devenir beaucoup plus important entre nous et
et les pays un peu développés. Mais c'est une question très profonde et il faudrait un autre webinaire ou une conférence et puis qu'on soit, parce que c'est une discussion, pas difficile de dire que voilà, c'est ça la réponse. Voilà, donc il y a d'autres questions, donc je vais voir. Merci infiniment. Merci à vous. Merci aussi pour. Voilà, merci, cher professeur, j'ai beaucoup pris. Oui, la géographie, mais il est dedans. La géographie, elle est dans les SIG. Moi, je ne sais pas si vous le connaissez, mais mon grand ami, c'est Mredr, qui fait de la géoscience. Et il est parti en Tunisie aujourd'hui parce qu'il va animer une conférence sur l'utilisation du machine learning en géosciences. Et lui, il est géologue. Donc, SIG, ce n'est pas loin, au contraire. Le SIG, il est même Google, lorsqu'il nous propose Google Earth et puis tous les outils qu'on utilise aussi aujourd'hui pour se déplacer, et s'appuie sur le machine learning. Et c'est beaucoup plus lié à l'intelligence artificielle que les maths. Les maths, c'est l'outil qu'on utilise. Mais les applications, c'est beaucoup plus le système d'information géographique. Et lorsqu'on dit smart city ou ville intelligente, là aussi, c'est des SIG. Bien sûr, on ne peut pas imaginer une ville intelligente, une smart city, sans qu'il y ait des cartes, la géolocalisation et des données et des algorithmes d'intelligence artificielle pour optimiser la consommation, la mobilité, l'énergie, etc. Je vous remercie pour votre participation et Inch'Allah, la prochaine fois. Donc, jeudi prochain, il y aura. Jeudi prochain, on va parler d'autres choses, pas des choses appliquées, mais des algorithmes, comment on peut les penser. Et, voilà. Merci. Donc, à la prochaine.